Le chevalier à l'armure rouillée. Premier chapitre. Le dilemme du chevalier. Il y a fort longtemps, dans un très lointain pays, vivait un chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d'amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers bons, gentils et pleins d'amour. Il combattait les ennemis qui étaient mauvais, méchants et pleins de haine. Il tuait des dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Quand ses affaires marchaient mal, il avait la fâcheuse habitude de sauver les demoiselles, même lorsqu'elles ne le voulaient pas. Du coup, bien que beaucoup lui en fussent reconnaissantes, il y en avait tout autant qui lui en voulaient. Il acceptait cette situation avec philosophie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le chevalier était célèbre pour son armure. Elle reflétait si bien la lumière que, quand il partait livrer bataille, les villageois juraient avoir vu le soleil se lever au nord ou se coucher à l'est. Et il allait souvent livrer bataille. Dès qu'il entendait parler de croisade, il se mettait en colère, revêtait sa brillante armure, harnachait son cheval et partait dans n'importe quelle direction. Il était tellement en colère qu'il partait parfois dans plusieurs directions à la fois, ce qui n'était pas le moindre des tours de force. Depuis des années, il rêvait de devenir le premier chevalier de tout le royaume. Il y avait toujours une autre bataille à gagner, un autre dragon à tuer ou une autre demoiselle à sauver. Le chevalier avait une femme fidèle et tolérante, Juliette, qui écrivait de belles poésies, disait des choses intelligentes et manifestait un penchant pour le vin. Il avait aussi un fils aux cheveux d'or, Christophe, qui deviendrait en grandissant, espérait-il, un courageux chevalier. Juliette et Christophe le voyaient très peu, lorsqu'il n'avait pas de bataille à livrer, pas de dragon à tuer, pas de demoiselle à sauver. Il était occupé à essayer son armure, dont il admirait l'éclat. Avec le temps, il en devint tellement amoureux qu'il se mit à la porter pour manger et même pour aller au lit. Il ne se soucia plus du tout finalement de l'enlever. Peu à peu, sa famille oublia à quoi il ressemblait sans armure. De temps à autre, Christophe demandait à sa mère à quoi ressemblait son père. Dans ces cas-là, Juliette amenait son fils devant la cheminée et lui montrait un portrait du chevalier pendu au-dessus. « C'est ton père, disait-elle avec un soupir. Un après-midi, en contemplant le portrait, Christophe dit à sa mère « J'aimerais voir mon père en personne. » « Tu ne peux pas tout avoir, répondit Juliette d'un ton cassant. Elle ne supportait plus de devoir se contenter d'un tableau pour lui rappeler le visage de son époux, et elle était fatiguée de mal dormir à cause du cliquetis du fer. Lorsqu'il était chez lui sans être entièrement absorbé par son armure, le chevalier monologuait sur ses exploits. Juliette et Christophe parvenaient rarement à placer un mot. Lorsqu'il s'y risquait, il y mettait un terme en fermant sa visière ou en s'endormant brusquement. Un jour, Juliette attaqua de front son époux. « Je crois que vous aimez votre armure plus que moi. »« Ce n'est pas vrai, répondit le chevalier. Ne vous ai-je pas suffisamment aimé pour vous sauver de ce dragon et vous offrir ce beau château de pierre ?»« Ce que vous aimiez, dit Juliette, jetant un regard à travers sa visière de façon à ce qu'il puisse voir ses yeux, c'était l'idée de me sauver. Vous ne m'aimiez pas vraiment et vous ne m'aimez plus maintenant. »« Je vous aime réellement, insista le chevalier, en la prenant maladroitement dans ses bras de fer froid et dur, ce qui faillit lui briser les côtes. « Alors, enlevez cette armure pour que je puisse voir qui vous êtes en réalité, exigea-t-elle. « Je ne peux pas l'enlever. Je dois être prêt à harnacher mon cheval et à partir au galop dans n'importe quelle direction, expliqua le chevalier. Si vous n'enlevez pas cette armure, je prends Christophe, je monte sur mon cheval et je sors de votre vie. » Là, ce fut un coup terrible pour le chevalier. Il ne voulait pas que Juliette le quittât. Il aimait sa femme, son fils et son beau château.
mais il aimait aussi son armure, parce qu'elle montrait à tous qu'il était un chevalier bon, gentil et plein d'amour. Pourquoi Juliette ne voyait-elle pas toutes ces qualités ? Le chevalier était tourmenté. Il arriva cependant à prendre une décision. Il préférait abandonner son armure que de perdre Juliette et Christophe. Précautionneusement, il essaya d'enlever son aume, mais celui-ci ne bougea pas. Il tira plus fort. Le aume tenait bon. Consterné, il tenta de soulever sa visière, mais hélas, elle aussi semblait coller. Il tira dessus encore et encore, mais rien ne bougea. Pris d'une grande agitation, il se mit à faire les 100 pas. Comment cela avait-il pu se produire ? Il n'était sans doute pas très étonnant que le aume soit coincé puisqu'il ne l'avait pas enlevé depuis des années. Mais pour la visière, c'était une autre question. Il l'avait ouverte régulièrement pour manger et boire. D'ailleurs, il l'avait ouverte pas plus tard que ce matin même, pour un petit déjeuner constitué d'œufs brouillés et d'un cochon de lait. Subitement, il eut une idée. Sans dire où il allait, il se précipita vers l'atelier du forgeron, situé dans la cour du château. Lorsqu'il arriva, le forgeron était en train de façonner un fer à cheval à la force de ses mains nues. « Forgeron, dit le chevalier, j'ai un problème. »« Vous êtes un problème, sire, » répliqua le forgeron sur un ton sarcastique avec son tact habituel. Le chevalier, qui normalement appréciait la plaisanterie, le regarda d'un air menaçant. « Je ne suis pas d'humeur à faire de l'esprit pour l'instant. Je suis coincé dans cette armure, mugit-il, en frappant le sol de son pied chaussé de fer, touchant par mégarde le gros orteil du forgeron. Ce dernier poussa un hurlement et, oubliant momentanément que le chevalier était son maître, le frappa violemment sur le aume. Le chevalier ne ressentit qu'un léger désagrément. Le aume ne bougea pas. « Essaie encore, ordonna le chevalier, qui n'avait pas compris que le forgeron lui avait obéi sous l'effet de la colère. « Avec plaisir, répondit le forgeron, se saisissant du premier marteau qui lui tomba sous la main pour le lancer furieusement sur le aume du chevalier. Le coup ne fit même pas une bosse. Le chevalier était effaré. Le forgeron était de loin l'homme le plus fort de tout le royaume. Si lui n'arrivait pas à l'extraire de son armure, qui le pourrait ? Comme le forgeron était quand même un brave type, sauf quand on lui écrasait le gros orteil, il perçut la panique du chevalier et sa colère tomba. Il devint compatissant. « Vous êtes dans de beaux draps, chevalier, mais ne renoncez pas. Revenez demain, une fois que je me serai reposé. Vous m'avez pris à la fin d'une rude journée. » Ce soir-là, au dîner, l'atmosphère était tendue. Juliette, qui poussait de petits morceaux de nourriture à travers les trous de la visière, s'énervait de plus en plus. Au milieu du repas, le chevalier lui dit que le forgeron avait essayé d'ouvrir l'armure, mais n'y était pas parvenu. « Je ne vous crois pas, vieux tas de ferraille, cria-t-elle en lui lançant une assiette à moitié pleine de fricassés de pigeons sur le aume. Le chevalier ne sentit rien. Ce ne fut que lorsque la sauce commença à couler derrière les trous des yeux de sa visière qu'il comprit. Il avait été frappé sur la tête. Il avait à peine senti le marteau du forgeron cet après-midi. En y réfléchissant bien, il se rendit compte que son armure l'empêchait de trop ressentir les choses. Il la portait depuis si longtemps qu'il avait oublié comment on les ressentait sans elle. Il était furieux de voir que Juliette ne le croyait pas quand il lui disait qu'il tentait d'enlever son armure. C'était pourtant bien vrai qu'il avait essayé avec le forgeron. Tous deux s'étalèrent pendant plusieurs jours sans plus de succès. Le temps passait et le chevalier était de plus en plus découragé et Juliette de plus en plus désagréable. Finalement, le chevalier dut admettre que les efforts du forgeron n'aboutissaient à rien. L'homme le plus fort du royaume, « Allons donc, tu n'arrives même pas à ouvrir cette boîte de ferraille » hurla-t-il frustré. Lorsqu'il rentra à la maison, Juliette lui cria hystérique « Votre fils n'a rien d'autre qu'un portrait de son père et je suis fatiguée de parler à une armure. Je ne vous donnerai plus à manger à travers les trous de ce fichu machin. C'est la dernière fois que je réduis en bouillie une côtelette de mouton. »
Ce n'est pas de ma faute si je suis coincé dans cette armure. Je devais la porter pour être toujours prêt à partir à la bataille. Autrement, comment aurais-je pu conquérir de beaux châteaux et de beaux chevaux pour vous et pour Christophe? Vous ne l'avez pas fait pour nous, rétorqua Juliette. Vous l'avez fait pour vous. Le chevalier était très malheureux de voir que sa femme semblait ne plus l'aimer. Il craignait aussi que Christophe et Juliette, s'il n'enlevait pas très vite son armure, ne le quittent pour de bon. Il fallait absolument qu'il y parvienne, mais il ne voyait pas comment. Il rejeta une idée après l'autre, les jugeant inaptes à résoudre le problème. Certaines étaient carrément dangereuses. Il se rendait compte qu'un chevalier prêt à faire fondre son armure avec une torche du château, à la faire geler en sautant dans un fossé plein de glace, ou bien à la souffler avec un canon, même si ce n'était qu'en imagination, avait grand besoin d'aide. Incapable de trouver celle-ci dans son propre royaume, il décida d'aller la chercher ailleurs. Quelque part, pensait-il, il devait bien y avoir quelqu'un capable de l'aider à l'enlever, cette armure. Bien sûr, Juliette, Christophe et son beau château lui manqueraient. Il craignait aussi qu'en son absence, Juliette ne trouvât l'amour auprès d'un autre chevalier. Un chevalier qui soit prêt à enlever son armure au moment d'aller au lit et à être un meilleur père pour Christophe. Pourtant, il lui fallait partir. Un matin, très tôt, il enfourcha son cheval et tourna les talons, sans regarder derrière lui, de peur de changer d'avis. Avant de quitter sa province, le chevalier voulut s'arrêter pour saluer son roi, qui s'était montré très bon pour lui. Le roi vivait dans un magnifique château au sommet d'une colline, dans la province la plus chère de tout le pays. Le chevalier passa le pont-levis et dans la cour aperçut le bouffon assis les jambes croisées en train de jouer avec une flûte en roseau. On l'appelait sac à malice parce qu'il portait sur son dos un merveilleux sac aux couleurs de l'arc-en-ciel, plein de toutes sortes de choses qui faisaient rire et sourire les gens. Il y avait d'étranges cartes qu'il utilisait pour dire la bonne aventure, des perles aux brillantes couleurs qu'il faisait apparaître puis disparaître, et d'amusantes petites marionnettes dont il se servait pour insulter avec humour son auditoire. « Bonjour, sac à malice, dit le chevalier, je viens faire mes adieux au roi. » Le bouffon leva les yeux. Le roi s'est levé pour partir. Il ne peut rien te dire. Où est-il parti demanda le chevalier. Pour une nouvelle croisade, il s'en va marchant. Tu seras en retard si tu l'attends. Le chevalier fut déçu d'avoir manqué le roi de peu et contrarié de ne pas avoir pu se joindre à lui pour la croisade. « Oh, soupira-t-il, je risque de mourir de faim dans cette armure avant son retour. Je ne le verrai peut-être plus jamais. » Il eut l'impression de s'affaisser sur sa selle, mais évidemment son armure l'en empêcha. « Te voilà bien mal fichu. Malgré toute ta force, ton problème n'est pas résolu. » « Je ne suis pas d'humeur à écouter tes vers de mirliton, aboya le chevalier en se raidissant dans son armure. Ne pourrais-tu pas, pour une fois, prendre le problème de quelqu'un au sérieux ?» D'une voix claire et lyrique, sac à malice chanta. « Les problèmes ne me bercent point, des occasions d'avancer ils sont. » « Tu ne chanterais pas cette chanson si c'était toi qui étais coincé là-dedans, grommela le chevalier. Sac à malice répliqua. Nous sommes tous dans une armure enfermée. La tienne est simplement plus facile à trouver. Je n'ai pas le temps de rester à écouter tes bêtises. Il faut absolument que j'arrive à me sortir de là. Là-dessus, le chevalier éperonna sa monture pour partir, mais sac à malice lui cria. Chevalier, il y a quelqu'un qui peut t'aider à monter ce que tu es en réalité. Le chevalier arrêta net son cheval et avec précipitation revint vers sac à malice. « Tu connais donc quelqu'un qui pourrait me sortir de cette armure ? Qui est-ce ? » Merlin, l'enchanteur, il te faut rencontrer, alors tu sauras comment trouver ta liberté. Merlin, le seul Merlin dont j'ai entendu parler, le grand et sage maître du roi Arthur. Oui, c'est ce que l'on connaît de lui. Ils ne font qu'un, le Merlin dont je parle et celui-ci.
Mais ce n'est pas possible, s'exclama le chevalier. Merlin et Arthur ont vécu il y a très longtemps. Sacamalice répondit. Tu as raison, pourtant il est toujours vivant. C'est dans ces bois que le sage t'attend. Mais ces bois sont tellement vastes, dit le chevalier, comment l'y trouver? Sacamalice sourit. On ne pourra jamais savoir combien de temps il faudra, jours, semaines ou années. Mais quand le disciple est prêt, le maître paraît. Je ne peux pas attendre que Merlin paraisse, je dois le chercher, dit le chevalier. Il tendit la main à Sacamalice et, emporté par la gratitude, la lui serra, écrasant ses doigts avec le gantelet. Sacamalice hurla. Le chevalier lâcha aussitôt sa main. « Excuse-moi », le bouffon frotta ses doigts meurtris. « Lorsque l'armure de toi sera tombée, tu sentiras aussi la douleur par les autres éprouvée. » « Je suis parti, dit le chevalier. Il fit faire volte-face à son cheval et un nouvel espoir au cœur galopa à la recherche de Merlin. Chapitre 2. Dans les bois de Merlin. Ce n'était pas facile de trouver le rusé magicien. Il y avait de nombreuses forêts dans lesquelles chercher, mais un seul Merlin. Le pauvre chevalier chevaucha donc jour après jour, nuit après nuit, en s'affaiblissant de plus en plus. Dans la solitude des bois, il se rendit compte qu'il ignorait beaucoup de choses. Il s'était toujours jugé très intelligent, mais maintenant qu'il tentait de survivre, il commençait à en douter sérieusement. En contre-cœur, il s'avoua qu'il ne savait même pas établir la différence entre les baies empoisonnées et les comestibles, ce qui transformait chacun de ses repas en un jeu de roulette russe. Boire n'était pas moins hasardeux. Il essayait de plonger la tête dans les ruisseaux, mais alors son aume se remplissait d'eau. 2 fois, il faillit se noyer. Comme si cela ne suffisait pas, il s'était perdu dès son entrée dans les bois. Il ne savait pas reconnaître le nord du sud, l'est de l'ouest. Heureusement, son cheval, lui, savait. Après des mois de vaines quêtes, le chevalier était plutôt découragé. Il n'avait toujours pas trouvé Merlin, bien qu'il eût parcouru de nombreuses lieues. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il eût parcouru de nombreuses lieues. Ce qui le gênait encore plus, c'est qu'il ne savait même pas à quelle distance correspondait une lieue. Un matin, il se réveilla plus faible que d'habitude et un peu bizarre. Ce fut ce matin-là qu'il trouva Merlin. Le chevalier reconnut le magicien au premier coup d'œil. Il était assis sous un arbre, vêtu d'une longue robe blanche, entouré par les animaux de la forêt. Des oiseaux étaient perchés sur ses épaules et ses bras. Vexé, le chevalier secoua la tête de gauche à droite, ce qui fit grincer son armure. Comment tous ces animaux ont-ils pu trouver Merlin si facilement alors que j'ai eu tant de mal? Péniblement, il descendit de son cheval. « Je vous cherchais, dit-il au magicien, je suis perdu depuis des mois. »« Pas des mois, toute ta vie, corrigea Merlin, qui croqua un bout de carotte puis en donna un morceau au lièvre le plus proche. Le chevalier se raidit. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être insulté. »« Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour une insulte, » dit Merlin, en partageant le reste de la carotte avec d'autres animaux. Le chevalier n'apprécia pas beaucoup non plus cette remarque, mais il était trop affaibli par la faim et la soif pour s'en aller. Il préféra donc laisser choir sur l'herbe son corps bardé de métal. Merlin le regarda avec compassion. « Tu as beaucoup de chance, commenta-t-il. Tu es trop faible pour t'enfuir. »« Que voulez-vous dire par là ?» Merlin, en guise de réponse, sourit. « On ne peut pas courir et apprendre en même temps. Il faut rester au même endroit un certain temps. »« Je resterai ici le temps d'apprendre à sortir de cette armure, dit le chevalier. »« Lorsque tu auras appris cela, affirma Merlin, tu n'auras plus jamais besoin de monter sur ton cheval pour galoper dans toutes les directions. » Le chevalier était trop fatigué pour lui poser des questions sur ce qu'il venait d'entendre. D'une certaine façon, il se sentit réconforté et s'endormit rapidement. Lorsqu'il se réveilla, il vit Merlin et les animaux qui l'entouraient. Il tenta de s'asseoir.
Mais il était encore trop faible. Merlin lui tendit une coupe d'argent contenant un liquide d'une étrange couleur. « Bois, ordonna-t-il. « Qu'est-ce que c'est » demanda le chevalier en regardant le breuvage d'un œil méfiant. « Tu as terriblement peur, dit Merlin. Évidemment, c'est la principale raison qui t'a poussé à mettre ton armure au-dessus de tout. » Le chevalier ne fit rien pour démentir, car il avait trop soif. « Très bien, je vais boire, verser tout dans ma visière. »« Non, dit Merlin, ce breuvage est trop précieux pour être gaspillé. » Il cueillit un roseau, plaça une extrémité dans la coupe et glissa l'autre dans les trous de la visière. « C'est une excellente idée, dit le chevalier. »« J'appelle cela une paille, répondit Merlin. »« Pourquoi ? Pourquoi pas ?» Le chevalier haussa les épaules et aspira le liquide à travers le roseau. Les premières gorgées lui parurent amères, les suivantes plus agréables et les dernières tout à fait délicieuses. Reconnaissant, il tendit la coupe à Merlin. « Vous devriez mettre cette boisson sur le marché, elle se vendrait par bonbonne entière. » Merlin se contenta de sourire. « Qu'est-ce que c'est » dit le chevalier. « La vie, » répondit Merlin. « La vie ? » « Oui, dit le sage magicien. Ne l'as-tu pas trouvée amère au début, puis au fur et à mesure que tu buvais, de plus en plus agréable ?» Le chevalier acquiesça de la tête. « Si, et les dernières gorgées étaient même tout à fait délicieuses. C'est quand tu as accepté ce que tu étais en train de boire. Voulez-vous dire par là que la vie est agréable quand on l'accepte ? N'est-ce pas vrai ? Répliqua Merlin, en levant un sourcil amusé. Croyez-vous que je vais accepter cette lourde armure ? Ah, dit Merlin, tu n'es pas né avec elle, tu te l'es mise, ne te serais-tu jamais demandé pourquoi ? Pourquoi pas ? Répliqua le chevalier avec irritation. Il commençait à avoir mal à la tête, il n'était pas habitué à réfléchir ainsi. Tu auras les idées plus claires quand tu auras retrouvé tes forces, dit Merlin. Là-dessus, le magicien frappa dans ses mains et les écureuils tenant des noisettes dans leurs petites bouches s'alignèrent devant le chevalier. Chacun à son tour grimpa sur les épaules de celui-ci, cassa et mastiqua une noisette, puis on introduisit les morceaux à travers les trous de la visière. Les lièvres en firent de même avec des carottes. Pour finir, le cerf écrasa des racines et des baies, puis les donna à manger au chevalier. Cette méthode d'alimentation ne sera jamais remboursée par la sécurité sociale, mais que faire d'autre pour un chevalier coincé dans son armure au fin fond des bois ? Les animaux nourrirent régulièrement le chevalier, et Merlin lui donna de grands bols de vie à boire avec la paille. Peu à peu, il retrouva ses forces et commença à reprendre espoir. Chaque jour, il posait à Merlin la même question. « Quand pourrais-je sortir de cette armure ?» Merlin lui répondait. « Patience, tu la portes depuis très longtemps, tu ne peux pas t'en débarrasser si vite. » Une nuit, les animaux et le chevalier écoutaient le magicien jouer sur son luth les derniers succès des troubadours. Après avoir attendu la fin de « Je chante les jours d'autrefois », quand les chevaliers étaient fiers et les jeunes filles frêles, le chevalier posa une question qui lui trottait depuis longtemps dans la tête. « Étiez-vous vraiment le maître du roi Arthur ?» Le visage du magicien s'illumina. « Oui, je l'ai été, dit-il. Mais comment pouvez-vous être encore vivant ? Arthur a vécu il y a des siècles, s'exclama le chevalier. Le passé, le présent et l'avenir ne font plus qu'un quand on est relié à la source, répondit Merlin. Qu'est-ce que la source ? Demanda le chevalier. C'est la puissance mystérieuse, invisible, qui est l'origine de tout. Je ne comprends pas, dit le chevalier. C'est parce que tu essaies de comprendre avec ta tête, mais ta tête est limitée. J'ai une très bonne tête, protesta le chevalier. Et intelligente, ajouta Merlin, c'est elle qui t'a emprisonné dans cette armure. Le chevalier ne put réfuter cet argument. Il se souvint d'une phrase que Merlin lui avait dite à son arrivée. « Tu as mis cette armure parce que tu avais peur. »« N'est-ce pas vrai ?» répondit Merlin. « Non, je la portais pour me protéger quand j'allais me battre. Et tu avais peur d'être blessé ou d'être tué, ajouta Merlin.
Comme tout le monde, non ? Merlin secoua la tête. Qui t'a dit d'aller te battre ? Je devais prouver que j'étais un chevalier bon, gentil et plein d'amour. Si tu étais réellement bon, gentil et plein d'amour, pourquoi avais-tu besoin de le prouver ? Demanda Merlin. Le chevalier échappa à cette pensée de la manière dont il échappait habituellement aux problèmes en s'endormant. Le lendemain matin, il se réveilla avec une idée horrible dans la tête. Se pourrait-il qu'il ne soit pas bon, gentil et plein d'amour ? Il se décida à poser la question à Merlin. « Qu'en penses-tu, toi » répliqua Merlin. « Pourquoi répondez-vous toujours à une question par une autre question ? Et pourquoi cherches-tu chez les autres les réponses à tes propres interrogations ?» Le chevalier frappa du pied avec colère, maudissant Merlin à voix basse. « Ce Merlin, marmonna-t-il, parfois il me tape sur les nerfs. » Avec un bruit sourd, il laissa tomber lourdement sous un arbre son corps surchargé, afin de réfléchir aux questions du magicien. Que pensait-il, lui ? Se pourrait-il, dit-il à voix haute, que je ne sois pas bon, gentil et plein d'amour ? Cela se pourrait, dit une petite voix. Autrement, pourquoi serais-tu assis sur ma queue ? Quoi ? Le chevalier regarda par terre et vit un petit écureuil assis à côté de lui. En réalité, il ne vit que la plus grande partie de l'écureuil car sa queue lui était cachée. « Oh, excuse-moi, dit-il en levant promptement la jambe de façon à ce que l'animal puisse récupérer sa queue. J'espère que je ne t'ai pas fait mal. Je ne vois pas très bien avec cette visière qui me gêne. » Je m'en doute, répondit l'écureuil sans aucun ressentiment dans la voix. C'est pourquoi il te faut sans cesse t'excuser auprès des gens de leur avoir fait mal. À part un petit malin de magicien, il n'y a rien qui mérite davantage qu'un petit malin d'écureuil, grogna le chevalier. Je ne suis pas obligé de rester là à te parler. Luttant contre le poids de son armure, il fit une tentative pour se remettre debout. Soudain, saisi d'étonnement, il laissa échapper. « Eh, mais nous sommes en train de nous parler !»« Et ce, grâce à ma bonne nature, répliqua l'écureuil, si l'on considère que tu étais assis sur ma queue. »« Mais les animaux ne parlent pas pourtant, dit le chevalier. »« Oh, bien sûr que nous parlons, dit l'écureuil, c'est seulement que les gens n'écoutent pas. » Le chevalier secoua la tête de perplexité. « Tu m'avais déjà parlé ? » ?»« Certainement, chaque fois que j'ai cassé une noisette pour la pousser dans ta visière. » »« Comment se fait-il que je t'entende maintenant alors que je ne t'entendais pas à ce moment-là ? » ?»« J'admire ton esprit curieux, commenta l'écureuil, mais ne peux-tu jamais accepter une chose telle qu'elle est, simplement parce qu'elle est ? » ?»« Tu réponds à mes questions par des questions, dit le chevalier. Tu es resté trop longtemps avec Merlin. Et toi, pas assez. » L'écureuil donna un coup de queue au chevalier, puis grimpa sur un arbre. Le chevalier l'appela. « Attends, comment t'appelles-tu ?»« Écureuil, répondit-il très simplement, avant de disparaître dans les plus hautes branches. Stupéfait, le chevalier secoua la tête. Avait-il imaginé toute cette scène ? À ce moment-là, il vit Merlin approcher. « Merlin, dit-il, il faut que je m'en aille d'ici. Je me suis mis à parler avec les écureuils. »« Splendide, répondit le magicien. Le chevalier parut troublé. « Que voulez-vous dire par là ? » ?»« Rien d'autre. Tu deviens suffisamment sensible pour percevoir les vibrations des autres. » Le chevalier étant visiblement perplexe, Merlin continua son explication. « Tu n'as pas parlé à l'écureuil en mots, mais tu as senti ces vibrations et traduit ces vibrations en mots. J'attends le jour où tu parleras aux fleurs. Ce sera le jour où vous les planterez sur ma tombe. Il faut que je quitte ces bois. Où irais-tu ? Je retournerai chez Juliette et Christophe. Il y a trop longtemps qu'ils sont seuls. Il faut que je rentre m'occuper d'eux. Comment pourrais-tu t'occuper d'eux alors que tu ne peux même pas t'occuper de toi ? Mais il me manque, pleurnicha le chevalier. Je veux rentrer chez nous, même en piteux état. Et c'est exactement ce que tu feras si tu y vas coincé dans ton armure, l'avertit Merlin. Le chevalier regarda tristement Merlin. Je ne veux pas attendre d'enlever mon armure, je veux rentrer tout de suite et être un mari gentil et plein d'amour pour Juliette et un père formidable pour Christophe. Merlin hocha la tête de compréhension. Il dit au chevalier que c'était très généreux de sa part de vouloir donner le meilleur de lui-même.
Mais un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté, autrement il devient un fardeau. Vous voulez dire qu'ils ne veulent peut-être pas que je revienne ? Demanda le chevalier surpris. Ils me donneront sûrement une seconde chance. Après tout, je suis l'un des meilleurs chevaliers du royaume. Peut-être cette armure est-elle plus épaisse qu'elle n'en a l'air, dit doucement Merlin. Le chevalier réfléchit. Il se souvint des interminables lamentations de Juliette sur le temps qu'il passait à se battre, sur l'attention qu'il témoignait à son armure, sur sa visière fermée et sur son habitude de s'endormir brutalement pour couper court à toute discussion. Juliette ne voulait peut-être pas qu'il revienne, mais Christophe le voudrait certainement. « Pourquoi ne pas envoyer un mot à ton fils pour lui poser la question ?» suggéra Merlin. Le chevalier reconnut que c'était une bonne idée, mais comment faire passer la lettre ? Merlin désigna le pigeon qui était sur son épaule. Rebecca s'en chargera. Le chevalier était intrigué. Elle ne sait pas où j'habite, ce n'est qu'un oiseau stupide. Je distingue le nord du sud et l'est de l'ouest, dit Rebecca d'un ton cassant. Tu ne peux pas en dire autant. Le chevalier s'excusa promptement. Il était bouleversé. Non seulement il avait parlé avec un pigeon et un écureuil, mais tous deux s'étaient moqués de lui, et le même jour. Comme Rebecca était un oiseau au grand cœur, elle accepta les excuses du chevalier et s'envola avec, dans le bec, la lettre griffonnée à la hâte pour Christophe. « Ne recoule pas avec un pigeon que tu ne connais pas, sinon tu risques de faire tomber ma lettre, lui cria le chevalier. Rebecca, comprenant que ce dernier avait encore beaucoup à apprendre, ignora sa remarque idiote. Une semaine passa et Rebecca ne revenait pas. Le chevalier s'inquiétait de plus en plus car il craignait qu'elle ait été la proie des faucons qu'il avait dressés pour la chasse avec les autres chevaliers. Il grimaça de douleur en se demandant comment il avait pu pratiquer un sport aussi criminel. Lorsque Merlin eut fini de jouer du luth et de chanter « Vous aurez un hiver long et froid si vous avez la mine longue et le cœur froid », le chevalier lui fit part de ses soucis à propos de Rebecca. Merlin le rassura d'un petit vers joyeux. Le pigeon le plus intelligent qui n'ait jamais volé ne finirait pas de sitôt en fricasser. Tout d'un coup, un grand vacarme se fit entendre parmi les animaux. Tous regardaient le ciel, si bien que Merlin et le chevalier en firent autant. Très haut dans le ciel, ils aperçurent Rebecca qui décrivait des cercles pour atterrir. Le chevalier se releva à grand-peine au moment où Rebecca se posa sur l'épaule de Merlin. Lui prenant la lettre du bec, le magicien y jeta un coup d'œil et dit gravement au chevalier qu'elle venait de Christophe. « Montrez-moi, dit le chevalier, saisissant avidement le papier. Sa mâchoire claquait d'étonnement. Il ne pouvait en croire ses yeux. « Il n'y a rien d'écrit, s'exclama-t-il. Qu'est-ce que cela signifie ?» Cela signifie, dit Merlin doucement, que ton fils ne te connaît pas assez pour te donner une réponse. Le chevalier resta debout un moment, hébété, puis il poussa un gémissement et s'effondra lentement sur le sol. Il s'efforça de retenir ses larmes, car les chevaliers en brillante armure tout simplement ne pleurent pas. Mais très vite il fut submergé par le chagrin, puis, épuisé et à moitié noyé par les larmes qui avaient inondé son aume, il tomba dans le sommeil. Chapitre 3. Le chemin de la vérité. Lorsque le chevalier s'éveilla, Merlin était tranquillement assis à côté de lui. « Je suis désolé de ne pas m'être conduit en chevalier, dit-il. Ma barbe est toute mouillée, ajouta-t-il d'un air dégoûté. Ne t'excuse pas, dit Merlin, tu as simplement fait le premier pas pour t'extraire de ton armure. Que voulez-vous dire ? Tu verras, répondit le magicien, il se leva, il est temps pour toi de partir. Cette nouvelle troubla le chevalier. Il avait fini par apprécier sa vie dans les bois avec Merlin et les animaux. De toute façon, il n'avait apparemment aucun endroit où aller. Juliette et Christophe ne semblaient pas souhaiter son retour. Évidemment, il pouvait retourner à ses affaires de chevalerie et partir pour quelques croisades. Il avait une bonne réputation au combat et plusieurs rois seraient heureux de la voir. Mais se battre n'avait plus de sens pour lui. Merlin rappela au chevalier son nouveau but, se débarrasser de son armure. « À quoi bon ?» demanda le chevalier morose.
Il importe peu à Juliette et à Christophe que je m'en débarrasse. Fais-le pour toi-même, suggéra Merlin. Le fait d'être emprisonné dans cet acier t'a posé beaucoup de problèmes qui ne feront que s'aggraver avec le temps. Tu risques même de mourir d'une pneumonie à cause de ta barbe mouillée. Je crois que mon armure est devenue une entrave, répondit le chevalier. Je suis fatigué de la traîner partout et écœuré de la nourriture en bouillie. Rendez-vous compte, je ne peux même pas me gratter le dos quand ça me démange. Et depuis combien de temps n'as-tu pas senti la chaleur d'un baiser, humé le parfum d'une fleur, entendu une belle mélodie, sans avoir ton armure au travers de ton chemin? Je ne sais plus trop, marmonna tristement le chevalier. Vous avez raison, Merlin, c'est pour moi-même qu'il faut que j'enlève cette armure. Tu ne peux pas continuer à vivre et à penser comme tu l'as fait dans le passé, dit Merlin, car c'est pour cette raison que tu t'es enfermé dans ta prison d'acier. Mais comment changer demanda le chevalier mal à l'aise. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît, expliqua Merlin en l'amenant en direction d'un sentier. Voilà le chemin que tu as suivi pour entrer dans ces bois. Je n'ai suivi aucun chemin, dit le chevalier. J'étais perdu depuis des mois. Souvent, les gens ne sont pas conscients du chemin qu'ils suivent, répondit Merlin. Vous voulez dire qu'il était là, mais que je ne le voyais pas? Oui, tu peux le reprendre en sens inverse si tu le désires, mais il conduit à la malhonnêteté, à l'avarice, à la haine, à la jalousie, à la peur et à l'ignorance. Êtes-vous en train de dire que j'ai tous ces défauts? Demanda le chevalier indigné. Il y a des moments où tu en as certains, affirma tranquillement Merlin. Le magicien montra alors un autre chemin, plus étroit que le premier et très abrupt. C'est une rude montée, semble-t-il, observa le chevalier. Merlin acquiesça d'un signe de tête. C'est, dit-il, le chemin de la vérité. Il mène au sommet d'une lointaine montagne et là devient encore plus raide. Le chevalier regarda sans aucun enthousiasme l'abrupte pente. Je ne suis pas certain qu'elle en vaille la peine. Qu'aurais-je à mon arrivée au sommet? Ce que tu n'auras plus, expliqua Merlin, c'est ton armure. Le chevalier réfléchit. S'il reprenait le chemin déjà emprunté, il n'avait aucun espoir de se débarrasser de son armure, et il mourrait probablement de solitude et de fatigue. Apparemment, le seul moyen d'enlever son armure était de suivre le chemin de la vérité, mais il risquait de mourir en escaladant la montagne. Il regarda le sentier ardu qui se dessinait devant lui, puis l'acier qui recouvrait son corps. « D'accord, dit-il d'un ton résigné, je vais essayer le chemin de la vérité. » Merlin approuva. Ta décision de te lancer dans l'inconnu, malgré le poids de ton armure, est très courageuse. Le chevalier savait qu'il avait intérêt à se mettre en route immédiatement, sinon il risquait de changer d'avis. « Je vais prendre ma fidèle monture, dit-il. »« Oh non, dit Merlin en secouant la tête, il y a des passages trop étroits pour un cheval, il faut y aller à pied. » Consterné, le chevalier s'effondra sur un rocher. « Je crois que je ferais mieux de mourir d'une barbe mouillée, dit-il. » Son courage déclinait rapidement. « Tu ne seras pas obligé de voyager seul, lui dit Merlin. Écureuil t'accompagnera. »« Qu'attendez-vous de moi que je monte sur son dos ?» demanda le chevalier, angoissé à la pensée d'accomplir un voyage pénible en compagnie de cet animal à la langue bien pendue. « Tu risques fort de ne pas pouvoir monter sur mon dos, dit Écureuil, mais tu auras besoin de moi pour t'aider à manger. Qui d'autre mâchera des noisettes pour toi et les poussera à travers ta visière ?» Rebecca descendit d'un arbre voisin, d'où elle avait écouté la conversation, et atterrit sur l'épaule du chevalier. « Moi aussi je t'accompagnerai. Je suis déjà allée jusqu'au sommet de la montagne. Je connais le chemin, dit-elle. L'aide que lui offraient les deux animaux redonna au chevalier le courage dont il avait besoin. « Eh bien ça, c'est quelque chose, se dit-il, l'un des meilleurs chevaliers du royaume ayant besoin de se faire encourager par un écureuil et un oiseau. » Il se mit à grand-peine sur ses pieds, indiquant ainsi à Merlin qu'il était prêt à entamer son voyage. En se dirigeant vers le chemin, le magicien donna au chevalier une magnifique clé d'or qu'il portait accrochée à son cou. Cette clé ouvrira la porte des 3 châteaux qui te barreront la route.
Je sais, hurla le chevalier en colère. Il y aura une princesse dans chaque château et je tuerai le dragon qui la garde et la sauverai. Assez, l'interrompit Merlin. Il n'y aura pas de princesse. S'il y en avait une, tu ne serais pas en état de sauver qui que ce soit. Tu dois d'abord apprendre à te sauver toi-même. Ainsi réprimandé, le chevalier se calma, tandis que Merlin continuait. Le premier château s'appelle Silence, le deuxième Connaissance et le troisième Volonté et Audace. Une fois à l'intérieur, tu ne trouveras la sortie qu'après y avoir appris ce que tu es censé y apprendre. Pour le chevalier, ce programme n'était pas tout à fait aussi amusant que de sauver des princesses. De plus, pour l'instant, les visites de château ne l'attireraient guère. « Pourquoi ne peut-on pas les contourner » demanda-t-il d'un ton boudeur. « Si tu le fais, tu ne retrouveras pas ta route et tu es sûr de te perdre. Le seul et unique chemin qui te permette d'arriver au sommet de la montagne traverse ces 3 châteaux, dit Merlin avec fermeté. » Le chevalier poussa un profond soupir en regardant la sente étroite et raide. Elle disparaissait entre 2 grands arbres qui s'élevaient jusqu'à quelques nuages bas. Il sentit que ce voyage allait être beaucoup plus difficile qu'une croisade. Merlin perçut les pensées du chevalier. « Oui, convint-il, tu as une autre bataille à livrer sur le chemin de la vérité. Apprendre à t'aimer toi-même. » « Mais comment ?» demanda le chevalier. « Il faudra commencer par apprendre à te connaître, » répondit Merlin. « Comme ce n'est pas avec ton épée que tu gagneras cette bataille, tu peux la laisser ici. » Le doux regard de Merlin se fixa un moment sur le chevalier, puis il ajouta « Si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, appelle-moi et je viendrai. » « Vous voulez dire que vous pouvez apparaître là où je serai, quel que soit l'endroit ?»« Tout magicien qui se respecte en est capable, » répondit Merlin. Puis il disparut. Le chevalier était éberlué. « Comment il a disparu ?» Écureuil acquiesça de la tête. « Il joue de temps à autre à ce petit jeu. » « Tu vas perdre toute ton énergie à bavarder, » gronda Rebecca. « Allons-y. » Le aume du chevalier grinça lorsqu'il secoua la tête en signe d'acquiescement. Ils se mirent en route, Écureuil en tête, puis le chevalier portant Rebecca sur son épaule. De temps à autre, Rebecca s'envolait pour des missions de reconnaissance, puis revenait raconter ce qu'elle avait vu plus loin. Au bout de quelques heures, le chevalier s'évanouit, épuisé et meurtri. Il n'était pas habitué à voyager en armure sans sa monture. Comme de toute façon le soir tombait, Rebecca et Écureuil décidèrent qu'ils s'arrêteraient là pour la nuit. Rebecca vola en direction des buissons et revint avec quelques baies qu'elle poussa à travers les trous de la visière. Écureuil, dans un ruisseau voisin, remplit d'eau quelques coquilles de noisettes. Le chevalier y but avec la paille que Merlin lui avait donnée. Trop fatigué pour attendre les noisettes qu'Écureuil était en train de lui préparer, il sombra dans le sommeil. Le lendemain matin, il fut réveillé par le soleil qui l'éblouissait. Peu habitué à un tel éclat, il grimaça. Sa visière n'avait jamais laissé passer tant de lumière. Comme il tentait de comprendre le phénomène, il s'aperçut qu'Écureuil et Rebecca le regardaient en bavardant et en roucoulant avec une grande excitation. Se mettant laborieusement en position assise, il s'aperçut qu'il voyait mieux que la veille et qu'il sentait l'air frais sur son visage. Une partie de sa visière s'était cassée et était tombée. « Comment cela a-t-il pu se produire ?» se demanda-t-il. Écureuil répondit à sa question non formulée. « Elle a rouillé, puis est tombée. »« Mais comment ?» demanda le chevalier. « À cause des larmes que tu as versées lorsque tu as vu le billet sans un mot de ton fils, » dit Rebecca. Le chevalier réfléchit. Son chagrin avait été si profond que son armure n'avait pu l'en protéger. Tout au contraire, ses larmes avaient commencé à briser l'acier qui l'entourait. C'est ça, les larmes des véritables sentiments me libéreront de mon armure. Il se mit debout plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Écureuil, Rebecca » cria-t-il. « Bon sang, attaquons-nous au chemin de la vérité à l'instant. » Rebecca et Écureuil étaient tellement contents de ce qui arrivait au chevalier qu'aucun ne releva qu'il venait de trouver une rime.
Tous trois continuèrent leur escalade. Ce fut une journée particulièrement merveilleuse pour le chevalier. Il distingua dans l'air de fines particules de lumière solaire qui filtraient à travers les branches des arbres. Il regarda de près la tête de quelques rouges-gorges et vit qu'ils n'étaient pas tous semblables. Il le fit remarquer à Rebecca qui sautilla en roucoulant joyeusement. « Tu commences à percevoir les nuances qui existent dans d'autres formes de vie, parce que tu commences à voir celles qui existent en toi-même. » Le chevalier tenta de comprendre ce que voulait exactement dire Rebecca. Il était trop fier pour le demander, car il avait toujours l'idée qu'un chevalier se devait d'être plus intelligent qu'un pigeon. Précisément à ce moment, Écureuil, qui était parti en reconnaissance, revint en bondissant allègrement. Le château du silence est juste après la prochaine montée. Excité à la pensée de voir le château, le chevalier pressa le pas, escorté d'un bruit métallique. Il atteignit le sommet de la colline hors d'haleine. Effectivement, un château se dessinait au loin, barrant complètement le chemin. Le chevalier avoua sa déception à Rebecca et à l'écureuil. Il s'attendait à un bâtiment fantastique, alors que le château du silence ressemblait à n'importe quel autre château de la région. Rebecca, en riant, lui dit « Quand tu auras appris à accepter au lieu d'espérer, tu seras moins souvent déçu. » Le chevalier acquiesça à cette sagesse. « J'ai passé la plus grande partie de ma vie à être déçu. Je me souviens que couché dans mon berceau, je croyais être le plus beau bébé du monde, mais ma nourrice m'a regardé et a dit « Tu as un visage que seule une mère peut aimer. » J'ai été déçue d'être affreux et non pas beau, et navrée que la nourrice fût si impolie. Si tu t'étais simplement accepté comme beau, sa réflexion n'aurait eu aucune importance pour toi. Tu n'aurais pas été déçu, expliqua l'écureuil. Cela parut sensé au chevalier. Je commence à penser que les animaux sont plus intelligents que les êtres humains. Le fait que tu puisses dire cela te rend aussi intelligent que nous, répliqua l'écureuil. Je ne crois pas que cela ait quelque chose à voir avec l'intelligence, intervint Rebecca. Les animaux acceptent et les êtres humains attendent. On n'entendra jamais un lièvre dire « Ce matin, j'attends que le soleil paraisse pour aller jouer près du lac. » Si le soleil ne paraît pas, cela ne gâchera pas sa journée. Il est heureux du simple fait d'être un lièvre. Le chevalier rumina cette idée. Il ne trouva pas beaucoup de gens qui, dans son souvenir, étaient heureux du simple fait d'être des êtres humains. Ils parvinrent bientôt au portail de l'immense château. Le chevalier tira la clé d'or de son cou et l'introduisit dans la serrure. Au moment où il ouvrait la porte, Rebecca murmura « Nous n'entrons pas avec toi. » Le chevalier, qui commençait à aimer les deux animaux et à leur faire confiance, fut déçu qu'ils ne l'accompagnent pas. Il faillit le dire, mais se retint. Il était encore en train d'espérer. Les animaux savaient que le chevalier hésitait à entrer dans le château. « Nous pouvons te montrer la porte, dit Écureuil, mais tu dois la franchir seul. » En s'envolant, Rebecca lui cria gaiement « On se retrouve de l'autre côté !»